Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Gaëtan Gorce pour le groupe socialiste Europe Écologie des Verts et rattaché. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre Constitution repose depuis presque 50 ans sur une ambiguïté, j'allais dire pire, un paradoxe, qui veut que celui qui détient l'essentiel des pouvoirs dans la République n'ait à supporter en réalité aucune forme de responsabilité. Détient l'essentiel des pouvoirs, le général de Gaulle avait fixé la ligne, avec évidemment et son talent et son caractère, et les contestations que cela pouvait susciter, dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, où il rappelait, avec une forme d'interprétation constitutionnelle qui aurait pu faire dresser sur la tête les cheveux des doyens, que l'autorité indivisible, je cite, de l'État, appartient au président par le peuple qu'il a élu, et qu'il n'existe aucune autre autorité, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne puisse être conférée ou maintenue autrement que par lui. C'est dire qu'il assumait la totalité de la responsabilité politique. Mais le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, c'est que cette responsabilité politique assumée, annoncée, affichée, conséquence de l'élection du président de la République au suffrage universel, ne se trouvait équilibrée, compensée, contrebalancée par aucune forme de responsabilité. Alors vous m'objecterez que, dans un régime parlementaire, c'est le Premier ministre et la mise en cause de sa responsabilité qui, d'une certaine manière, sert d'exutoire. Mais notre Parlement n'a saisi cette opportunité qu'une seule fois, en 1962, justement pour protester contre l'élection au suffrage universel du président de la République introduite par référendum sur la base de l'article 11. Et ceux qui ont voté cette censure en ont été pour leurs frais, puisqu'ils ont récolté une dissolution dont la plupart ne sont pas revenus à l'Assemblée qui les avait décidés. Autrement dit, cette censure politique avait servi pour leurs successeurs de leçon qui ne fut plus ensuite utilisée autrement que pour la sagesse la plus complète. Il n'y a donc pas de conséquences politiques aux décisions prises par le président, autrement qu'à travers, jusqu'à présent, la haute trahison, et heureusement, depuis la réforme de 2007, un dispositif nouveau qui, tout en garantissant l'inviolabilité du chef de l'État en matière pénale et civile, organise une part de sa responsabilité sur le plan politique. On peut discuter de cette réforme, et cela a été fait dans cet hémicycle. Robert Badinter a argumenté, cela a été rappelé, sur le fait que le chef de l'État se voyait ainsi, par l'article 67, protégé contre toute forme d'action civile, y compris en matière de divorce, encore que, s'agissant du divorce avec les Français, j'ai le sentiment que la procédure est plutôt bien engagée. Mais sur l'article 68, là aussi, elle constitue une avancée intéressante, néanmoins discutable, comme cela a été dit tout à l'heure, puisqu'elle pose les formes d'une responsabilité politique sans trancher véritablement sur sa nature ou non juridictionnelle. Et c'est vrai que l'introduction que nous faisons à travers le texte qui vous est présenté d'une commission qui permettrait d'examiner les conditions dans lesquelles cette responsabilité pourrait être mise en cause ajoute un élément qui mérite indiscutablement discussion. Mais discussion, il faudrait, et discussion, nous devrions avoir. Non pas sur la nécessité ou l'opportunité de débattre aujourd'hui d'une proposition plutôt que d'un projet, mais sur la nécessité d'aller au bout de la réforme qui a été engagée. Car si cette réforme a le mérite d'exister, en fait, elle n'existe pas. Elle n'a jamais été concrétisée par la loi organique que nous attendons. Or, cette loi organique, il a fallu attendre décembre 2010 pour qu'elle soit déposée. Il est quand même curieux d'observer que c'est seulement au moment où la majorité sénatoriale a réveillé cette question à travers l'excellente proposition de François Patriat et de Robert Badinter que brusquement le projet retrouvait un intérêt à vos yeux pour être inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée. N'y avait-il pas suffisamment de place dans le calendrier parlementaire pour que depuis 2007, vous ne puissiez examiner une question aussi mince qu'une réforme constitutionnelle, aussi légère que la mise en cause de la responsabilité du chef de l'État, alors que vous avez trouvé pendant cette période le temps de légiférer sur les chiens dangereux, de légiférer plusieurs fois sur la récidive, et je passe sur la totalité des textes de loi à l'intérêt manifeste dont nous avons eu à discuter depuis 4 ans et demi. Alors si il ne s'agit pas d'un vrai retard, on pourrait penser qu'il s'agit d'une négligence. Dans ce cas-là, Monsieur le Ministre, permettez-moi de penser qu'elle serait de taille.
Comme je ne peux pas imaginer qu'une telle négligence puisse être imputée au gouvernement, c'est donc un choix de priorité, c'est un choix politique. Et permettez-moi de vous dire que ce choix de priorité pose alors question. Et je ne suis pas certain d'ailleurs qu'en ayant fait ces priorités et cette chronologie, vous ayez véritablement rendu service au président de la République, car les mauvais esprits, dont je ne suis pas, pourraient penser naturellement que s'il n'était pas très enclin à mettre en place une telle réforme, celle qui pouvait redouter les effets d'une telle mise en cause. Mais je veux écarter naturellement cet argument qui serait polémique et qui ne paraît pas adapté. Alors qu'est-ce qu'il reste comme argument aujourd'hui dans ce débat? On nous dit mais il existe un projet de loi qui a été déposé, il aurait donc la primauté. La Constitution ne nous apporte pas une telle réponse. Et monsieur le garde des Sceaux, vous qui êtes sénateur, j'ai du mal à considérer que vous, présent dans cet hémicycle ce soir, vous puissiez adhérer à l'argumentation qui expliquerait qu'un projet de loi vaudrait primauté sur une proposition et qu'un projet déposé devant l'Assemblée devrait primauter sur un projet qui serait débattu dans cet hémicycle, alors que notre Assemblée ne fait qu'exercer ses prérogatives les plus élémentaires. La question que je me pose est donc de savoir pourquoi vous en arrivez à une situation de cette sorte et pourquoi on organise au fond, à travers ce qui nous a été annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire un débat demain en commission à l'Assemblée, presque au dernier moment, pourquoi l'on organise cette pantomime institutionnelle, si vous me permettez le terme. Pourquoi est-ce qu'on l'organise? Bien sinon pour des raisons qui n'ont rien de juridique, mais qui sont malheureusement politiques et sur lesquelles il faut se pencher. Le problème, c'est que ce gouvernement a du mal à se faire à la situation nouvelle qui a été créée par les grands électeurs voici quelques mois. Vous avez du mal à considérer qu'il existe une nouvelle majorité sénatoriale avec laquelle vous devez pouvoir engager un dialogue, dont vous devez pouvoir respecter les initiatives. Et je crois que sur ce sujet, puisque nous sommes d'accord sur le fond, celle de la responsabilité du chef de l'État, nous aurions pu faire l'économie de cette polémique auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, de savoir qui a tort et qui a raison et quelle est la chronologie qui devrait s'imposer, pour faire avancer la réforme dans le sens que nous partageons tous, faire en sorte que l'article 68 devienne applicable. Nous vous en offrons à travers ce texte l'opportunité, saisissez-la, entrez dans le débat, amendez les propositions que nous faisons pour que notre Assemblée nationale puisse ensuite en discuter, et nous aurons offert à nos concitoyens qui ont un doute sérieux aujourd'hui et qui ont un manque de confiance évident dans le fonctionnement de nos institutions, une réponse qui sera de nature à les remobiliser en pensant que personne ne cherche à organiser son impunité, mais que bien au contraire, les parlementaires que nous sommes avons le souci d'appliquer les textes que nous avons votés, plus encore quand il s'agit d'un sujet aussi grave que de garantir, comme on devait le faire pour la femme de César, que celui qui est à la tête de l'État ne puisse souffrir aucun doute et aucune contestation. Et pour finir, Monsieur Gélard disait tout à l'heure, mon collègue Gélard disait, mais qu'est-ce que cela veut dire que le manquement au devoir de sa charge? Eh bien, j'en prends un seul exemple, qui montre bien d'ailleurs que nous sommes dans une situation de blocage et qu'il faut corriger. La réglementation sur le financement des campagnes électorales. Personne n'imagine, et un président du Conseil constitutionnel l'a dit, que l'on pourrait empêcher un président d'entrer en fonction au motif qu'il n'aurait pas respecté les règles s'appliquant aux campagnes électorales. On sait que cela est arrivé et on sait la conclusion que l'on a tirée. Personne ne peut s'en satisfaire. Eh bien, si l'on met en place l'article 68, on pourra considérer, si la Commission des comptes et le Conseil constitutionnel conclut que le président de la République a financé sa campagne dans des situations et dans des conditions qui sont irrégulières, qu'il pourrait être destitué et renvoyé alors devant les juges, capables de juger la nature d'une telle infraction. Ce serait donc un exemple donné que l'impunité n'existe pas et que le manquement au devoir de la charge serait bien constitué. Une raison supplémentaire de commencer ce débat et de voter ce texte. Je vous remercie, mes chers collègues.